Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de l'affaire de la petite Fiona. Affaire dont vous avez certainement entendu parler puisqu'elle a fait beaucoup de bruit en 2013 jusqu'à fin 2013 j'ai envie de dire et début 2014. Elle fait encore du bruit actuellement parce que il faut avouer qu'il y a encore des problèmes juridiques. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. C'est une affaire dont je voulais parler car je suis particulièrement attachée. C'est une affaire qui m'a marquée quand j'étais plus jeune, dont j'ai même fait... en fait, j'étais en art plastique, pour tout vous expliquer. Quand j'étais en art plastique, j'ai fait en fait une espèce de pseudo-œuvre dessus parce que ça m'avait particulièrement bouleversée. Ce qui s'est passé au niveau de la mer, dont vous allez pouvoir entendre parler. J'ai également décidé de vous en parler parce que je suis tombée sur le témoignage du père dont on n'a presque pas entendu parler lors de l'effet médiatique de l'affaire. Je suis tombée dessus dans Ça commence aujourd'hui, émission que j'affecte particulièrement. J'aime bien regarder ce genre de vidéos avec les témoignages, c'est important. Je suis tombée donc sur le témoignage de ce père qui est assez bouleversant et qui n'est pas vraiment la même histoire que celle que j'avais eue étant plus jeune. Donc je trouvais important de vous en parler aujourd'hui pour que vous ayez un petit peu un regard neuf sur cette affaire qui est vraiment très médiatisée. Enfin, qui a été vraiment très médiatisée. On en parle aujourd'hui avec un nouveau regard, a posteriori, avec beaucoup d'années qui sont écoulées. On va donc commencer par l'histoire du père, tout en appliquant l'histoire de la mère dessus. Donc, le couple se rencontre en 2004, voilà. Ils se rencontrent grâce à des amis et tombent follement amoureux tous les deux. Ils sont très jeunes, je crois, 17-18 ans, quelque chose comme ça. Donc ils sont assez jeunes. C'est 3 ans plus tard qu'ils font un premier enfant, donc Fiona. Et donc le couple à ce moment-là va très bien, mais au fur et à mesure, quand Fiona naît et au fur et à mesure que Nicolas, donc le père, se lie d'attachement avec sa fille, Cécile, la mère, devient jalouse et c'est assez compliqué. Donc l'affaire du... Enfin, le couple qui n'allait pas très bien à ce moment-là se dégrade encore plus avec la jalousie de Cécile. Malgré tout, ils ont un autre enfant ensemble quelques années plus tard, donc la petite Eva. Mais cela ne change rien à leur histoire d'amour qui est déjà en train de se consumer totalement. Le couple se sépare et Cécile part avec les 2 filles vivre autre part. D'ailleurs, Nicolas n'était pas en très bonne posture à ce moment-là, donc lui, voilà, il dit que la séparation se passe bien. Il voit les filles tous les week-ends, quelquefois le mercredi et de temps en temps dans la semaine. Voilà, le couple s'est séparé en bons termes, les filles le vivent bien, tout le monde va bien, donc il n'y a aucun problème. Cécile rencontre un autre compagnon, que là on entend plus ou moins parler, on ne sait pas si c'est vraiment sérieux. À vrai dire, on n'a pas toutes les clés en main, mais voilà, elle rencontre quelqu'un et point. Et puis un petit peu plus tard, en septembre 2012, Nicolas, après avoir récupéré sa fille Fiona dit que le compagnon de sa mère lui a fait mal. Donc que Berkan Maklouf lui aurait fait du mal. Nicolas comprend que c'est lui parce qu'en fait c'était un petit peu son compagnon à ce moment-là. Plus ou moins, voilà, ils n'habitaient pas ensemble d'après ce que j'ai compris. Enfin, il ne savait pas si c'était vraiment sérieux, mais c'était quand même son compagnon. Donc Fiona dit ça et son père Nicolas est pris de panique. Il lui pose des questions. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Où est-ce que tu as mal? Comment ça s'est passé? Où est-ce que ça s'est fait? Enfin, tellement de questions, trop de questions en fait, et c'est lui ce qu'il dit pendant son interview, c'est qu'il lui a posé tellement de questions qu'en fait Fiona était littéralement sous l'eau. Elle ne savait pas à quoi répondre, elle était un petit peu paniquée, et elle n'était pas sûre de ne pas avoir fait une bêtise en disant ça surtout. Pour reprendre un petit peu la situation en main, Nicolas va dans la salle de bain avec la petite Fiona, la déshabille et vérifie qu'elle n'a pas eu de signe d'attouchement ou du fait qu'elle soit frappée. Tout va bien à ce moment-là. Il n'y a rien, la petite fille n'a rien, peut-être qu'elle s'est trompée, peut-être qu'elle lui a fait mal sans le vouloir, même si bon, faire du mal, ça reste quand même un terme assez compliqué. Mais enfin, tout va bien, elle n'a rien,
Mais bon, Nicolas reste quand même sur la défensive et lorsque sa femme, enfin son ex-femme vient chercher les enfants le soir, il décide de lui en parler. Voilà, c'est trop pour lui, il décide de lui en parler, donc il lui dit voilà, Cécile écoute, je trouve que c'est assez bizarre. Fiona est venue me voir en me disant qu'elle avait mal, enfin qu'on lui avait fait du mal et que notamment c'était un homme ton copain qui lui avait fait du mal. Alors, Cécile est complètement choquée, outrée et peut-être même sous l'effet de la drogue, voilà, à ce moment-là. Du coup, elle est soit paniquée, soit en hystérie parce qu'elle ne veut pas admettre ses accusations et donc elle prend les filles et part avec elles. Et malheureusement, ce sera la dernière fois que Nicolas verra sa fille Fiona en vie. Donc il s'ensuit de nombreux mois avec beaucoup d'excuses où elle dira qu'elle ne peut pas amener les enfants, donc qu'elle a un problème par-ci, un problème par-là, des choses par-ci, des choses par-là. Nicolas, lui, du coup, s'est beaucoup remis en question par rapport à ça en se disant bon, peut-être que les mots que j'ai sortis ont dépassé ma pensée par rapport à ça. Et puis en plus, lui, il a des problèmes moteurs à ce moment-là, physiques, enfin, il a du mal à marcher, voilà. Il a des problèmes, donc il ne peut pas prendre la voiture et se déplacer. Il ne peut pas aller voir ses filles comme ça, et vu qu'il se remet également en question pour le moment, voilà, il essaye de les avoir au téléphone. Tant bien que mal, il veut créer un lien avec ses filles, et voilà, on ne peut pas lui en vouloir non plus par rapport à ça. Il essaye de les joindre, il essaye voilà, de continuer le contact, mais il ne les voit plus toutes les deux pendant de nombreux mois. À vrai dire, jusqu'au 12 mai 2013, où se passe le drame. Céline est partie avec ses 2 filles et son bébé à naître, donc enceinte, au parc de Montjosé. Voilà, c'est simplement pour les faire jouer, c'est pas très loin de chez elle. Et donc elle laisse les 2 filles, Eva et Fiona, jouer toutes les 2 dans ce parc qui est assez grand. Et puis, elle est enceinte. Elle est pas au mieux de sa forme, fatiguée, et puis elle gère les 2 petites filles, donc c'est un peu compliqué. Alors elle s'assoit sur un banc et puis elle s'assoupit. À vrai dire, lorsqu'on est enceinte avec les hormones, ce genre de choses, voilà, personne cherche à compromettre ça en fait, il n'y a pas de problème par rapport à ça, ça peut arriver malgré tout. Et donc les 2 filles échappent à sa surveillance. Eva, qui a actuellement 2 ans, se retrouve seule car lorsque Cécile rouvre les yeux, il n'y a plus qu'Eva. Fiona a totalement disparu. Et puis, Eva est là seule, donc elle se met à crier, à chercher. Fiona, où es-tu? Voilà, elle se met à hurler dans ce parc pour rechercher sa fille. Mais rien. On ne la trouve pas, il n'y a pas moyen de la trouver. En fait, Fiona a complètement disparu pendant qu'elle s'était assoupie. L'enfer commence donc à ce moment-là. À 18h30, elle se présente au commissariat pour déclarer que sa petite fille a disparu. À ce moment-là, les policiers se mobilisent et sont loin d'imaginer ce qui s'est passé. Donc tout le monde se mobilise, c'est une affaire française qui sera beaucoup médiatisée, reportée, donc voilà. On prend en charge toute une patrouille de police qui va ratisser tout le parc, des chiens renifleurs, on va également avoir des hélicoptères qui peuvent même traquer la nuit, voilà, enfin toute une patrouille est mise en place. En simultané, on a plein d'autres choses qui seront mises en place, mais passons maintenant un petit peu à Nicolas. À vrai dire, lorsque Cécile s'est présentée au commissariat de police, elle a tout de suite mis les policiers sur la voie de son ex-mari. Suivi cette piste qui peut-être lui était dictée par son cœur, on n'en sait rien à vrai dire à ce moment-là. Enfin, c'est ce qu'on se dit à ce moment-là d'ailleurs. Elle dit, voilà, Nicolas c'est mon ex-mari, ça faisait un certain temps qu'il n'avait pas vu ses filles. Je vous conseille d'aller fouiller par là parce qu'en fait il est très possible que ce soit lui qui a enlevé sa fille pour la voir en fait. Moi ce que je me suis dit dans ma tête c'est pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas enlevé la deuxième aussi. Voilà, mais bon, ça reste mon avis. Mais donc, repassons à l'histoire de Nicolas. Nicolas est donc en train de faire sa vie à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand où se déroule le drame. À quelques kilomètres du parc de Clermont-Ferrand, il vit sa vie, il est en déplacement, je ne sais pas pourquoi exactement, et puis il reçoit un coup de fil de sa mère qui lui dit « Écoute, Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Alors lui, il est un peu surpris et il se demande pourquoi est-ce qu'il lui pose ces questions. Alors,
Il essaye de répondre, mais c'est un peu évasif. Et puis le téléphone de sa mère est pris des mains par un policier qui lui dit voilà, Nicolas, maintenant il va falloir que vous nous disiez ce que vous avez fait à la minute près. Voilà, enfin il lui pose tout un tas de questions et il est beaucoup plus insistant. Donc Nicolas essaye de répondre, mais il est quand même convoqué au commissariat pour répondre à un long interrogatoire. Nicolas dirait également que la police, voilà, lorsqu'il l'a croisé, lorsqu'il a vu une des policières, a dit je suis sûre que c'est lui, je suis sûre que c'est lui qui a enlevé sa fille. Malgré tout, lui, il est dans le flou à ce moment-là, il a juste qu'une seule envie, c'est qu'on continue l'enquête pour sa fille et il ne sait pas trop quoi dire apparemment par rapport à ça. Il n'est pas du tout au courant que son ex-femme le soupçonne en fait. Lui, pour lui, il n'a jamais soupçonné sa femme de quoi que ce soit, d'un problème, même lorsqu'il y a eu ce souci. Voilà, lui, il est complètement choqué de cette rapte, de tout ça, et il sait pas quoi faire en fait. En parallèle de tout ce qui est mis en place par rapport à Nicolas et tout ça, il y a aussi un appel à témoins qui est réalisé, donc on cherche à savoir si des gens ont vu la scène, si des gens ont pu voir, parce qu'en fait il ne peut pas y avoir d'alerte enlèvement si personne n'a vu la petite fille se faire enlever. Donc du coup, tout le monde cherche des témoignages pour pouvoir rapporter ça. Il y a également l'habitation de Nicolas qui sera fouillée, donc chez sa mère ça sera totalement fouillé. Bon, lui restera en tête, enfin dira aux enquêteurs qu'il vaut mieux passer leur temps autre part plutôt que chez lui parce qu'il n'y a rien à voir ici. Alors les deux se comprennent parce qu'en fait tout se joue dans les premières heures pour un enlèvement, donc là tout le monde cherche à ratisser large énormément partout en fait. Céline passera à la télé et donc elle demandera à tout le monde, à tous ceux qui voient Fiona, à tous ceux qui l'ont enlevée, à tout le monde en fait, de lui rapporter sa fille et de l'aider à retrouver sa fille. Énormément de personnes vont être touchées et il y a des personnes de Clermont-Ferrand qui vont se mobiliser pour l'aider à mettre en place tout plein de choses. Donc ils vont descendre dans la rue, faire des appels à témoins, recenser si des personnes ont vu quoi que ce soit, ils vont distribuer des affiches, enfin ils vont vraiment beaucoup aider la famille. On appellera ça le comité de soutien qui est mis en place à Clermont-Ferrand de la part d'inconnus pour la famille. Quelques temps passent, quelques semaines, quelques jours, et puis pour le couple, donc Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, voilà, la vie continue. Nicolas de son côté continue également son enquête, le père de la petite fille. Cécile décide de déménager et d'emmener toutes ses affaires à Perpignan, donc très loin du Puy de Dôme où elle est, enfin très loin de son habitation actuelle, pour se rapprocher de chez sa mère et habiter là-bas avec son nouveau compagnon. Donc c'est seulement quelques mois après l'enlèvement de sa fille que Cécile décide de partir à Perpignan. Et c'est ce qui commence à choquer l'opinion publique en fait, parce que à partir de quel moment, quand votre fille est enlevée et que vous ne savez pas du tout où elle est, qu'il y a possibilité qu'elle s'enfuit, qu'elle essaye de retrouver le chemin de la maison, enfin, qu'il y a une possibilité qu'elle rentre chez vous, à partir de quel moment est-ce que vous déménageriez ? Très peu de personnes le feraient parce que si vous voulez, l'opinion publique a commencé à changer et à montrer beaucoup du doigt Cécile en disant que ça n'avait pas de sens. Pourquoi est-ce qu'elle déménagerait alors que sa fille pourrait revenir chez elle? Pourquoi est-ce qu'elle déménagerait en plein milieu de l'enquête, à presque un mois et demi du début de l'enquête? Ça n'a pas de sens. Et c'est ce qui mettra également la puce à l'oreille de Nicolas, qui dira en fait qu'il soupçonne maintenant son ex-femme et que depuis le début il la défendait. Depuis le début il disait que c'était impossible que ça soit elle, que c'était une bonne mère, qu'il n'y avait pas de possibilité qu'elle ait fait quoi que ce soit. Mais le fait qu'elle déménage comme ça, lui, il le prend totalement à cœur et il comprend pas du tout en fait pourquoi elle aurait fait ça. Donc il est complètement choqué. Il commence à dire aux enquêteurs d'aller fouiller là-dedans en fait, d'aller dire que peut-être que son ex-femme a quelque chose à voir là-dedans, sinon ça n'a pas de sens. Et puis ça résonnera beaucoup aussi dans les oreilles des enquêteurs. Et donc ils vont finir par essayer d'inculper la jeune femme. Et puis c'est au moment où en fait elle allait accoucher, donc ça vient pas tout de suite. C'est seulement le 26 août que Cécile, après avoir mis au monde son enfant, sera pris à partie au commissariat afin d'être interrogée de nouveau, et cette fois plus drastiquement avec son
compagnon. C'est finalement le 24 septembre que la police de Clermont-Ferrand fera une énorme descente à Perpignan et elle fouillera intégralement le domicile pour après interroger les deux, le couple. C'est là que Cécile dira que sa fille est bien morte, que sa fille a été tuée par Bercam parce qu'il lui a asséné un coup à la tête et que finalement elle en est morte. Maclouf, lui, continue de nier, hein. Il s'enfonce. Et puis, juste avant les 48 heures données de détention, il finira par dire que Fiona est bien décédée, mais que ce n'est pas parce qu'il l'a frappée, mais c'est tout simplement parce qu'elle s'est... Alors il y a deux versions de ça, c'est parce qu'elle s'est étouffée dans son vomi, parce qu'elle essayait de vomir comme sa mère qui elle était enceinte à ce moment-là, et donc elle se faisait vomir comme sa mère qui vomissait à cause de ses nausées. Voilà, et qu'en fait elle est morte en s'étouffant dans son vomi. Il y en a d'autres qui pensent aussi que c'est parce qu'elle se piquait, enfin sa mère se droguait et qu'en fait Fiona a fait la même chose et qu'elle en est morte, voilà. Donc même ça c'est pas encore très clair. La seule chose sur laquelle ils s'accordent, c'est que Fiona est bien décédée et qu'après ils l'ont emmenée, tous les deux, ils l'ont chargée. Donc c'est Cécile qui conduit la voiture avec la petite morte à l'arrière. Ils l'ont amenée près d'un lac un petit peu plus loin après Clermont-Ferrand et l'ont enterrée dans un trou, nue et morte. Bien sûr, comme on s'en doute, c'est bien facile car le corps apportera plein de preuves. Les deux ne disent absolument pas où est-ce qu'il est. Pour eux, c'est une amnésie qu'ils ont fait et qu'ils ne veulent pas dire. Tout le monde pense bien que ce n'est pas une vraie amnésie et qu'en fait ils savent où est-ce que le corps est enterré, mais il y a tellement de preuves dessus qu'ils ne veulent pas dire où il est enterré. Passons maintenant à la décision du juge. Les deux auront plusieurs procès, alors je vais pas m'éterniser là-dessus, j'ai vraiment des compétences très restreintes, donc je préfère vous dire simplement les grandes lignes. Il y a eu plusieurs procès. Dans un premier procès, donc la mère a été inculpée de 5 ans, une peine de 5 ans de prison, et Berkane a été inculpé pour le premier procès. Je crois qu'il a été inculpé aussi lui de 20 ans. Voilà, donc elle n'est pas inculpée pour tous les sujets. Donc elle est juste accusée simplement d'avoir été complice, mais de ne pas avoir tué la petite Fiona, simplement été complice de cela. Et puis en plus, quand on n'a pas de corps, c'est très compliqué de juger donc les faits. Et lui, il est accusé de l'avoir tué, donc pour coups et blessures. Et ensuite s'en tiendra un deuxième procès. Donc dans le deuxième procès, la mère sera inculpée pour 20 ans et Berkane pour 20 ans également. Donc les deux prendront une peine égale de prison. Et puis dernièrement, donc là où je vous ai dit que ça revient d'actualité, parce qu'en fait Cécile dernièrement a fait appel au dernier jugement en disant que il y avait des incohérences, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Et vu que le dernier jugement n'est plus pris en compte, elle a une peine de l'ancien jugement. Si je m'exprime mal, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, hein. Mais en fait, du coup, le dernier procès n'est plus valable et c'est celui d'avant. Donc celui d'avant, elle avait une peine de 5 ans. 5 ans qu'elle a déjà effectué en prison. Donc elle est libérable actuellement. Et là, elle est en attente d'un nouveau procès. Donc là, elle est dehors. Elle a été libérée. Et donc elle est en attente d'un autre procès pour remettre en question ce qui a été déjà dit. Ça n'en finit pas, et c'est ce que disait Nicolas d'ailleurs, c'est qu'il y a plein de problèmes. Et elle devait être jugée début 2020, je crois, vers mars 2020 si je me trompe pas. Et en fait elle n'a pas pu être jugée tout simplement à cause du problème du coronavirus, hein. Ça je vous apprends rien. Voilà. Bon, si vous ne connaissez pas le Covid-19, vous avez un petit souci vous vivez dans une grotte, je pense, hein, mais bon. Donc mis à part, donc elle n'a pas pu être rejugée. Donc là le sujet est encore d'actualité. Je voulais vous parler de cette histoire parce que c'était donc, comme je vous l'ai dit, une histoire qui m'a marquée, une histoire qui a marqué l'histoire française, comme je vous l'ai dit, et je trouvais ça important d'en parler malgré tout, malgré que le fait que j'aime bien parler dans ma chaîne de sujets dont on n'entend pas parler tous les jours évidemment. Si vous avez des questions ou d'autres idées de sujets de vidéos, n'hésitez pas à venir m'en parler, que ce soit par mail ou sur les réseaux. Je vous mettrai les réseaux en barre d'infos et je vous mets également mon adresse mail dans la barre d'infos.
c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon courage pour ce confinement et plein de choses à faire parce que c'est bien l'objectif, hein, c'est de pouvoir s'occuper. Donc j'espère que tout va bien pour vous. On reste à l'aguet pour ce Covid-19. Je voulais également faire une petite aparté avant la fin de cette vidéo. J'ai eu quelques idées, notamment une qui est en train de mûrir là-haut. Pour décembre, je compte faire un petit jeu concours, je pense, pour gagner un petit truc, hein, gagner un truc, voilà, ce serait l'objectif. Enfin, je compte faire un jeu concours en décembre, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos et participer au jeu concours afin de pouvoir peut-être gagner. On se fait plein de bisous et au revoir et à bientôt. Bye!